Bienvenue dans cette édition de Dialogue avec. Nous sommes mardi 2 avril 2024 et nous recevons Madame Nathalie Niamabo. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Hein. Oui, mais de rien. Ouais, super image. Ça va, la prise technique a fonctionné, tout va bien? Tout va bien, donc vous devrez bien pouvoir m'entendre. Je vous entends bien, donc je pense qu'on est bon pour commencer cette édition. Super, c'est lancé. Ok, en tout cas, bon, je salue tous ceux qui nous suivent à travers YouTube, Facebook, Instagram, X aussi sur Twitter. On est en live sur Twitter, donc j'espère que vous êtes nombreux à être connectés pour nous suivre. Et nous aurons également nos correspondants habituels, le professeur Alfred qui est à Paris. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Patricia, et puis bonsoir à Nathalie. Bonsoir. Nous avons également avec nous Benjamin Babunga, historien. Bonsoir. Bonsoir, Benjamin. Ça fait plaisir de vous voir. Le plaisir est partagé. Super. Je vois que vous n'êtes pas en Afrique, là, vous êtes en Belgique. Effectivement, je suis en famille. Super. Bienvenue. Et merci. Pour Benjamin Oumba, nous avons aussi Benjamin qui est en Allemagne. Bonsoir Patricia, bonsoir tout le monde. Bonsoir Benjamin, plaisir de t'avoir parmi nous. Merci, le plaisir est partagé. Super, on va commencer alors. Nathalie, je vais peut-être faire une petite présentation, mais alors une brève présentation parce qu'en réalité, je vais te laisser te présenter toi-même parce que je suis sûre que tu le feras bien mieux que moi. Donc, je vais juste expliquer. J'ai rencontré Nathalie à un événement organisé par l'ambassade de la République démocratique du Congo à Londres. Et nous faisions toutes les deux partie d'un panel de plusieurs femmes qui partageaient leur expérience à Londres et puis ailleurs aussi en Afrique, leur expérience professionnelle, mais aussi leur expérience personnelle dans plusieurs contextes. Donc, j'ai fait connaissance avec Nathalie à ce moment-là. Et vraiment, la façon dont elle a partagé avec nous son expérience, mais aussi toutes les obstacles qu'elle a pu traverser et tout ça et gagner pour ouvrir sa propre société, etc. Ça m'a vraiment plu. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé de la recevoir aujourd'hui pour qu'elle nous explique, mais aussi pour qu'elle puisse inspirer d'autres femmes comme moi, comme elle m'a inspirée. Donc, Nathalie, je vais te laisser te présenter et voilà. Merci pour cette belle introduction. En effet, on s'est rencontrés le 9 mars, si je me souviens bien, à l'occasion de la célébration de la journée de la femme. Et en effet, c'était une journée qui m'a époustouflée parce que j'ai pu rencontrer des femmes comme moi, issues de la diaspora congolaise, que nous venons de la Belgique, que nous sommes réinstallés en Angleterre. Il ne suffit pas de savoir que oui, on est femmes noires, on est congolaises, mais aussi on a des ambitions et des ambitions professionnelles. Et c'était très beau de voir comment toutes les autres femmes se sont retrouvées dans leur profession et ça a été très inspirant. Quant à moi, aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous donner un tout petit peu de mon parcours, partager mon parcours avec vous. Et mon parcours est très simple. Je suis belge, il ne faudrait pas oublier, j'ai grandi en Belgique. La Belgique flamande, pas francophone, donc elle parle 3 langues couramment. Et je suis la première de la famille femme qui est déjà dans notre milieu congolais déjà un poids parce que c'est vrai que les hommes sont ceux qui en mettent plus en avant. Mais moi, je suis femme et j'ai été élevée par un père fort, un père qui a voulu que je m'assume, que je connaisse ma place non seulement en tant que femme, mais en tant qu'humain, que j'avais toutes les capacités, et qui a voulu que sa fille suive son parcours, parce qu'il a étudié ici à Londres, l'université de Surrey. Et moi, à mes 18 ans, on m'a envoyé dans une grande ville, un grand pays comme l'Angleterre, de me retrouver. Et je peux vous dire que ça faisait très peur. La langue m'était pas, même si elle m'était familière, mais je ne le connaissais pas couramment. Et sur le temps, à travers un moment
d'un recruteur qui m'a surchassé en fait sur le net pendant que j'étais à l'université de Westminster, faisant le droit, ont eu besoin d'une personne comme moi, avec les langues que je possédais, à se former en informatique et se spécialiser en gestion de documents pour une boîte Dell EMC. Et c'est comme ça mon parcours a commencé dans la tech pour buter 2023, où à travers divers rôles que j'ai eus dans diverses boîtes comme IBM, qui m'ont permis à me spécialiser non seulement dans la vente, donc commerciale, mais aussi dans le marketing, et finalement me spécialiser dans une ligne ou bien une discipline dans la tech qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et c'est qui fait... Ouais. Nathalie, je vais t'interrompre un petit peu dans ta présentation. Oui. Alors, juste pour comprendre un peu, en lisant ta bio, en tout cas, on voit... personnellement, pour moi, c'est plus qu'en lisant. C'est aussi en t'écoutant parler, d'abord à cet événement, mais aussi encore aujourd'hui, et puis nos conversations téléphoniques plus précisément. On voit vraiment un parcours différent. Comme par exemple, tu viens de dire que tu as fait des études de droit. Comment est-ce qu'on passe des études de droit à la tech et intelligence artificielle? J'aimerais bien comprendre, en fait, vraiment pour essayer de comprendre et pour essayer d'expliquer aussi un peu plus explicitement aux autres comment ça pourrait les inspirer, en fait. D'accord. C'est tout simple. Très souvent, on a on pense que pour atterrir dans l'intelligence artificielle, il faut être très technique. Dans la tech, il y a diverses catégories. Donc, même dans la tech, il y a des rôles qui sont des rôles commerciaux, comme c'est que j'ai fait, et marketing. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'une connaissance de technologie, mais qui n'est pas du back-end, donc très maîtrisé, ou bien dans la gestion, ou bien dans le développement. Moi, je n'ai pas fait ça. Il y a des gens qui commencent leur parcours en tech, qui commencent dès l'université ou bien du collège, où ils font du programming, par exemple, ils font du ICT, on appelle ça, juste tout ce qui est informatique et technologie, et même les sciences, les data sciences et mathématiques. Mais moi, ça n'a pas été le cas, parce que dans notre maîtrise, toute solution doit pouvoir se faire vendre. Et les gens qui le vendent ne sont pas les gens qui sont techniques. Ce sont les gens qui connaissent la langue, qui savent comment bâtir de relations. Et c'était mon cas. Donc, c'était cette nécessité-là de ces langues-là, surtout la langue néerlandophone, parce qu'elle est très rarement parlée en dehors de l'Hollande et la Belgique. Et les Hollandais et les Belges ne sont pas très forts dans l'immigration comme les Français. Ici, aux Royaumes-Unis, on retrouve souvent les francophones, et ce qui veut dire que quand une entreprise cherche des commerciaux ou bien toutes diverses fonctions, mais qui ont besoin de cette langue, la langue française, on retrouve quand même pas mal d'individus avec ces qualités-là. Or que moi, j'avais le néerlandais qui faisait que c'était rare et qui me permettait à transitionner dans un domaine qui cherchait à former. Il ne cherchait pas directement les qualités, il voulait les qualités d'orateur, de qualité de facilité d'apprentissage, parce que j'apprends assez vite. Et eux injecter que cette connaissance de leur boîte pour que je puisse le transmettre aux clients. Super. En parlant de langue, j'aimerais vraiment juste partager une petite anecdote. J'ai raté un emploi comme ça à l'ambassade de Belgique parce que je ne parlais pas le néerlandais. J'ai passé, professeur Alfred, j'ai passé 3 entretiens. Je suis arrivée au dernier entretien. On me dit, vous parlez le néerlandais? J'ai dit non, je parle très bien l'anglais, le français, mais pas le néerlandais. Et j'ai été recalée parce que je ne parlais pas le néerlandais. Ça ne m'étonne pas, tu sais, j'ai eu la même expérience parce qu'ils m'ont contacté. L'ambassade aime piocher dans toute leur nationalité, comment dire, les expats
du pays soit. Donc, moi, on m'a aussi envoyé ce même rôle, mais c'était en 2009, je pense. Ça avait toutes les qualités, mais bon, bref, je me disais, mais est-ce que je veux devenir, parce que j'adore tout ce qui est capitaliste et le business, est-ce que je veux directement me spécialiser ou bien rester dans tout ce qui est gouvernement, etc. J'étais pas complètement sûre et c'est pour ça que je me suis dit non. Et le salaire était bien et c'est non taxable, mais je trouvais que ça n'avait pas trop d'opportunités de croissance. Et je connais très bien les Belges flamands. Le racisme est très vrai et très réel et j'ai voulu fuir cela. Exactement. Nathalie, pourquoi Londres? Pourquoi Londres? Une autre ville. Pourquoi Londres? Une autre ville? Parce que je suis la fille de mon père et je suis son parcours, tout simplement ça. Et c'est lui, il a vécu ici, il a fait ses études ici et il fallait que je suive dans ses pas et c'est ce que je fais. Mais ça m'a très bien accueilli, malgré les réalités du pays, mais ça m'a très bien accueilli et je me suis plu plutôt. Super. Donc, on va regarder juste une petite… on va plutôt parler maintenant de ta propre société, Idrea Agency. Donc, on va regarder un petit spot et ensuite, on va rebondir sur des questions. Donc, Nathalie, si tu veux bien nous expliquer en fait ce que c'est cette société et qu'est-ce que tu proposes aux entreprises? Excellent. Donc, c'est Hitri, c'est court pour Hidden Treasure en anglais. C'est un peu ça, c'est pour ça que les gens ont toujours du mal. Hidden Treasure parce que nous sommes une entreprise de consulting focalisée à vraiment ramener la technologie que nous voyons ici dans l'Ouest en Afrique. Et on se spécialise que dans la communication, mais en masse pour les entreprises dans le terrain financier, mais aussi télécom, qui permettent à communiquer avec leurs clients, mais d'une façon sécurisée. Sécurisée parce que nous adoptons des solutions de vérification d'identification faciale, biométrique et aussi vocale. Puis, nous les basculons sur une plateforme unifiée. Et cette plateforme, c'est une plateforme comme vous nous voyez ici en ligne en train de vous parler. C'est une plateforme qui se connecte aux réseaux sociaux, mais aussi téléphoniques. Et ça permet aux entreprises d'avoir vraiment un endroit pour leurs agents de pouvoir communiquer avec leurs clients de façon plus efficace. Mais dans toute entreprise, les requêtes qui viennent du service client, ils sont très souvent répétitives. Et c'est là où vient cette connaissance de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui est très vaste. On peut mettre l'intelligence artificielle un peu partout, comme dans, dans l'espace, que dans tout ce qui est manufacturing, etc. Nous, on spécialise vraiment dans la communication entreprise-client. Et donc, à travers l'intelligence artificielle, c'est un super agent qui est beaucoup mieux formé peut-être qu'un agent en temps réel, mais qui prend des requêtes à un rythme effréné, disons, et 24 heures sur 7, pour pouvoir aboutir à un self-service pour les clients eux-mêmes. Donc, c'est à travers des chatbots, à travers des automatisations de systèmes informatiques que la boîte a, qui permet à checker, par exemple, ton compte, ton dernier retrait, balance, la transaction que tu as faite, etc., sans pour autant parler à un humain. Et tout cela permet à ce qu'une boîte n'ait plus ce lot et nécessite plusieurs agents en temps réel ou bien des agents actifs comme moi à répondre au téléphone. C'est un peu ça. Génial. Ouais, c'est très intéressant de trouver en fait cet équilibre entre la vie professionnelle
en fait, les exigences de nos jours, les exigences numériques, nouvelles technologies, intelligence artificielle, et puis ingérer ça dans les sociétés. Je vais vous laisser prendre un petit break. Je vais aller voir Benjamin Babunga, qui va nous faire un rappel historique. Comme ça, on va revenir vers vous plus tard, Nathalie. Le son. Ouais, je disais que je commençais par une introduction à l'endroit de Madame Nathalie qui participe pour la première fois à l'émission. Je suis généralement invité pour sélectionner quelques dates et parler de quelques faits historiques. Et là, nous sommes au cours de la semaine du 1er au 7 avril. Donc, j'ai sélectionné quelques événements qui se sont déroulés dans quelques-unes des dates de cette semaine et en nous focalisant essentiellement sur la RDC. Donc, j'ai plutôt sélectionné la date du 1er avril et la date du 2 avril. Donc, je vais d'abord à la date du 1er avril 2019, où on a eu le décès de Alfred Liolo, qui était un grand artiste sculpteur de la RDC et dont la renommée a su dépasser même les frontières de la RDC. Donc, cela fait déjà 5 ans qu'il nous a quittés. Donc, Liolo est né en RDC et après, il a fait l'Académie des Beaux-Arts. Il a fini par devenir également professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Et après, il s'est perfectionné beaucoup plus sur les travaux sur le bronze. Et il a eu à faire beaucoup d'œuvres qu'il a aussi eu à exposer dans plusieurs galeries d'exposition, pas seulement en RDC, mais partout au monde, notamment en Europe, mais également en Asie. Donc, il a fait, sa renommée a su dépasser les frontières de la RDC. Et c'est le 1er avril 2019, il y a de cela 5 ans, qu'il nous a quittés. J'ai aussi sélectionné la date du 2 avril 1997, où le président Mobutu avait pris la décision de nommer Étienne Tshisekedi comme Premier ministre du Zaïre à l'époque. Alors, nous sommes dans une époque assez trouble où la grande partie de l'Est du pays est déjà sous contrôle de rebelles de l'AFDL qui sont sous la coupe de Laurent Désiré Kabila. Et à ce moment-là, Mobutu va essayer de s'approcher un peu de l'opposition pour voir s'il y a encore quelque chose à pouvoir sauver. Et l'opposition va se réunir le 1er avril 1997. Et à l'issue de cette rencontre, l'opposition va proposer Étienne Tshisekedi comme étant le candidat de l'opposition pour occuper le poste de Premier ministre. Alors, Étienne Tshisekedi sera nommé ce jour-là. Malheureusement, il sera limogé 7 jours après, étant donné que les villes continuaient à tomber les unes après les autres. Et la raison pour laquelle le président Mobutu va décider de le limoger sera qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir gérer la situation. Et automatiquement, on va nommer un militaire comme Premier ministre. C'est le général Likulia Bolongo qui prendra les rênes, mais malheureusement, un mois après, il sera aussi évincé lorsque Laurent Désiré Kabila va carrément prendre le contrôle de Kinshasa le 17 mai de la même année. Un autre événement toujours en date du 2 avril, je pense à l'année 1977 ou 77, comme on le dit chez les Français, lorsque un contingent de Français a débarqué au Zaïre pour pouvoir prêter main forte à l'armée zaïroise. Alors à ce moment-là, il y a un groupe de militaires katangais qui quitte l'Angola et qui envahit la riche province du Chaba, le Katanga actuellement. Et les forces armées zaïroises n'étant pas assez préparées, elles vont facilement se faire bousculer et plusieurs localités vont tomber sous le contrôle de ces rebelles katangais qui étaient regroupés au sein d'un mouvement rebelle qu'on appelait le FNLC. Et Mobutu, dans ce moment de tumulte, il ne sait pas comment pouvoir s'en sortir. Il va faire appel à son ami, le président français Valéry Giscard d'Estaing, qui lui aussi va accepter de pouvoir envoyer un contingent de militaires français au Zaïre. Et c'est le 2 avril 1977 que ce contingent va débarquer dans la province du Chaba. Et elle va se joindre à un autre contingent qui était arrivé quelques jours auparavant et qui était composé de Marocains.
Et ensemble, les deux contingents vont pouvoir travailler ensemble avec l'armée zaïroise pour pouvoir chasser les rebelles du FNLC. Mais une année après, les mêmes rebelles vont encore essayer une deuxième tentative. Mais là encore, Mobutu va obtenir l'appui et le soutien à la fois des Marocains et des Français. Donc voilà les 3 événements que j'ai eu à sélectionner pour cette semaine, notamment pour la date du 1er et la date du 2 avril. Merci. Excellent. Merci. Merci, Benjamin. Est-ce qu'on peut retrouver ces informations sur ta page Twitter? Effectivement, elles sont là. Merci. Merci. Alors, on va revenir vers Nathalie. Nathalie, ta société, j'ai vu dans ta bio que tu as vraiment un rôle assez important dans ta société. Est-ce que tu la gères seule? Non. Sinon, si tu la gères avec qui? Et quel est quels sont les pays dans lesquels tu opères déjà? En tout cas, vous opérez déjà. Est-ce que vous opérez au Congo? Si oui, donc avec quelle société, par exemple? Excellente question. Non, je ne la gère pas seule. Nous sommes investis. Mon business partenaire et moi, qui partageons le même nom, qui est aussi mon époux, l'année dernière en 2023, mais c'est un projet que nous avons depuis 2019. Comment on a commencé en cela? Comme je disais, il est important de quand même bâtir une certaine expérience pour pouvoir se donner toutes les chances de réussite. Et notre focus a été vraiment d'adopter plusieurs rôles, comme je dis, dans les grandes entreprises, mais aussi les startups qui est nécessaire parce que nous sommes une startup actuellement. Et ça dépend de quel stade de la startup vous vous retrouvez pour pouvoir connaître les accélérateurs à mettre en place quand même commencer une entreprise vous-même. Donc, ce que je voulais dire, c'était donc, on a commencé avec cette expérience-là d'abord partenaire gestion, parce qu'on n'est pas investi seul. Nous avons des partenaires clés, des partenaires qui nous permettent à mettre en vente ces solutions de vérification et authentification. Pardonnez-moi. Pour l'omnichannel, nous avons aussi un autre partenaire qui s'appelle Infobib. Et pour tout ce qui est marketing et ce qu'on fait d'autres, c'est des partenaires comme Klaviyo, etc., des anciennes boîtes à moi. Donc, 2 personnes, Christian Yamabo, qui est donc le responsable de tout ce qui est la pré-vente. Moi, mon expérience a été vraiment dans la vente, dans la gestion des partenaires, dans la mise en page et la communication de nos KPIs, ou bien nos USP, donc Unique Selling Points, c'est comment on se vend. Et le territoire que nous ciblons a été vraiment l'Afrique. Mais il faut dire, comme j'étais déjà exposée au marché européen, on a quand même et le marché américain. Nous avons des acteurs qui se vendent, par exemple, au Sénégal, où nous avons un client actuel qui est une boîte américaine, mais qui fait tout ce qui est transfert d'argent. Il s'appelle Wave Money Mobile. Et donc, on est actif en Afrique du Sud parce que ce sont des territoires clés, ils sont les plus développés parce que dans la tech, il faut aussi voir quel pays a l'infrastructure et a la connaissance, parce qu'on voit quand même dans les pays francophones, ils sont pas si développés que cela. Donc, Afrique du Sud, premièrement, Kenya, nous parlons du Sénégal qui est très poussé quand même dans la tech, mais Côte d'Ivoire, n'oublions pas. Pour ce qui concerne le Congo, nous avons récemment entamé une discussion avec un géant, Orange, qui nous permettra à pouvoir mettre en place ce qu'on a fait déjà au Sénégal et qu'on compte faire avec d'autres clients en Afrique du Sud. Mais quand on débarque, il faut toujours commencer avec un client clé. Vous avez testé et vous avez pu voir les bénéfices de la solution. Et dès que nous avons ça comme des clients, par exemple, en RDC, qui attendent toujours à voir un peu leurs voisins entamer cette transformation avant d'eux-mêmes de se mettre dans la transformation. C'est un peu ça. Je dirais pas qu'ils sont en retard quelque part, mais c'est plutôt, ils sont beaucoup plus, ils prennent un peu plus de temps parce que le risque, ce n'est pas vraiment dans la culture francophone, c'est la culture
anglaises qui sont très risk adverse, tu vois, ils foncent. C'est un peu ça. Absolument, absolument. On le voit beaucoup dans le monde corporatif au Congo. Les entreprises se développent, mais souvent ce sont des entreprises étrangères, gérées par des étrangers. Les Congolais, en général, ils investissent dans l'immobilier. Et ce n'est souvent pas de l'immobilier dans le sens de faire du profit, du gros profit dans l'immobilier, dans les hôtels, des gros bâtiments. C'est plus immobilier, on fait 3-4 appartements. Bon, après, je ne sais pas si c'est un problème de fonds ou de capital. Je ne sais pas, peut-être Benjamin Omba nous dira, puisque lui, il est un peu spécialisé dans ce genre de choses, dans le tourisme. Il connaît un peu... Il pourra nous dire ce qui retient peut-être les Congolais d'investir dans la tech, dans les sociétés, comme celle de Nathalie, par exemple. Ou sinon, si tu as un commentaire, Benjamin, n'hésite pas. Commentaire, question, conseil. Ben oui, je suis personnellement impressionné par les réalisations et aussi les idées, hein, vraiment novatrices, et aussi surtout que de voir Madame Nathalie qui s'est vraiment investie dans les nouvelles technologies. Personnellement, je travaille aussi pour une banque. Je suis dans les secteurs financiers et j'ai vu que vous avez travaillé pour une de mes anciennes banques, HSBC, puisque j'y ai travaillé pendant 5 ans. Donc, j'ai été vraiment impressionné par cela. Et maintenant, je suis dans une banque allemande où l'intelligence artificielle est vraiment, pour le moment, on y investit massivement. Parce que c'est un peu l'avenir pour même les secteurs financiers actuellement. Et ma question, parce que bon, en fait, je sais que le Congo actuellement, nous sommes placés parmi, je pense, dans les top 3 ou top 4 des pays avec le plus grand niveau du blanchiment d'argent, blanchiment des capitaux. Et est-ce que dans votre travail, vous arrivez quand même aussi à avoir des partenaires, des banques des banques congolaises qui sont prêtes à travailler avec vous afin quelque part de redorer un peu l'image du secteur financier congolais? Voilà, c'est d'abord la première question avant de rebondir sur peut-être quelques petites suggestions. Très bonne question. Premièrement, je commencerai avec l'exemple de Coris Bank. Coris Bank n'est pas une banque qui est Equity, désolé. Equity Bank, ce n'est pas une banque qui est techniquement congolaise de souche, malgré que nous avons la branche Equity au Congo. Nous avons commencé à parler avec Equity Bank. Equity Bank, toutes les opérations se font, ou bien toutes les décisions de technologie se font au Nigeria. Donc, parfois, ils ont une volonté, mais ils n'ont pas vraiment le pouvoir de mettre en place ces nouvelles technologies parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de mettre, décider sur les systèmes qu'ils emploient. Il y a aussi de cela et on trouve énormément cela, même dans, dans le ciblage que nous avons fait par pays. Le pays, le Congo, Christian, lui, il est très pointilleux sur le développement, mais aussi, économiquement, où nous en sommes. Et quand on a fait un profilage, on a compris que directement, les entreprises sont pas très indépendants que cela. Tout se fait Côte d'Ivoire ou bien se fait avec les Nigériens ou Afrique du Sud où leurs boîtes résident. Donc, c'est un peu ça que nous avons trouvé. Et aussi, il faut savoir que la tech est un point qu'on a remarqué, mais ça, c'est vraiment dans le territoire non anglophone. Ouais. On a remarqué que quand on fait des présentations, et c'est technique, c'est vrai que je vous ai dit que je ne suis pas technique parce que je ne fais pas de programming, mais je suis technique dans le sens où je peux entrer dans une entreprise, regarder tous les systèmes qu'ils ont en place et vous dire non, pas celui-là. Effectivement, il faudrait mettre ça et ça en place parce qu'il faut certes savoir ce que ça fait, comment ça marche et comment l'infrastructure devait être gérée plus efficacement. Ça, on arrive à le faire parce que c'est une interprétation du système, non pas le coding du système dans le background. Il y a cela. Et donc, on fait ces présentations-là et nous voyons que personne ne parle. Personne ne pose des questions. Tout le monde a peur d'être ridiculisé ou bien se terner en ridicule parce qu'ils ont peur de dire « je ne comprends pas ». Mais un anglophone dit directement « what is this? Can you explain this? » Et directement, il tape sur « ça, je ne comprends pas, je ne sais pas comment c'est » parce qu'on a peur de dire qu'on ne comprend pas, alors que tout le monde doit commencer par cela
pour pouvoir apprendre et adopter, comment dire, les changements qui sont nécessaires dans son boulot, donc dans sa profession, dans son département. Donc, c'est un peu cela. Il y a ce côté de timidité d'exprimer qu'on ne sait pas. C'est un défaut que je trouve vraiment que les francophones ont très fort. Ah oui. On tient ça de la France, excuse-moi, Benjamin. Je pense qu'on tient ça des Français. Le professeur Alfred pourrait le confirmer. C'est une attitude très française, ça. Les Français, ils ont cette façon cette personnalité-là qui, même j'ai vu ça à l'université, lorsque j'étais à l'université à Lyon. Le professeur, c'était vraiment les genres des cours qu'on avait, c'était vraiment des genres de cours, oui, moi je sais tout, on ne peut pas interagir avec le professeur. C'est vraiment, le professeur Alfred va nous expliquer un peu mieux. Oui, Patricia, tu as totalement raison. Moi, je le vois avec mes étudiants. Je suis obligé parfois de les secouer, de dire ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Et que je peux me tromper et que donc ils ont des choses à dire, elles peuvent intervenir, m'interrompre pour qu'il y ait justement cet échange, ce dialogue-là. Et dans le système français, même dans le système belge, au Congo, moi j'ai étudié dans ce système-là, on ne vous apprend pas à interrompre le professeur. À questionner. Voilà, exactement. Sauf quand j'ai eu des professeurs congolais venus des États-Unis, je vais citer notamment le professeur Payan Zonsomo, qui paix à son âme, qui nous a quittés il y a quelques années. C'était tellement surprenant parce que on n'avait pas cette habitude-là d'interrompre le professeur, de poser des questions, mais lui, c'était ça. Et donc, ça nous a permis de nous débloquer et de nous enrichir. Je pense que là, Nathalie a tout à fait raison de signaler ce fait-là. L'Afrique francophone, en général, fonctionne sur ce modèle-là, du respect, de la crainte du ridicule, mais pas tellement de la crainte du ridicule, mais de celui qui connaît. On n'ose pas l'interrompre ni le contrecarrer. C'est ça le problème. D'ailleurs, moi j'ai juste une toute petite question après Benjamin parce que j'ai vu qu'il n'avait pas terminé. C'est sur la question. Nathalie a signalé effectivement qu'il travaille avec un certain nombre de pays africains. Je n'ai pas vu le Kenya dans le. Pourquoi pas le Kenya? Ça, c'est une première question. Ensuite, la question de la sécurité, parce que justement, avec l'intelligence artificielle, etc., comment vous faites par rapport à vos partenaires, aux entreprises africaines avec qui vous êtes en lien? Très bonne question. Donc, pour dire d'abord le Kenya, si. Mais c'est vrai qu'on a ciblé d'abord l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud est très proche de la culture anglophone. Anglophone, quand je dis anglophone, c'est l'anglophone britannique. C'est un peu cela. Ça veut dire aussi que nous, comme j'avais travaillé auparavant déjà avec des boîtes africaines de l'Afrique du Sud, je savais qu'il y avait une transition qu'ils avaient faite parce qu'ils ont beaucoup, et c'est ça la force en fait de l'Afrique, on est nombreux, donc on sert beaucoup de clients et on a des requêtes très répétitives, tout ce qui alimente l'intelligence artificielle. Or qu'en Angleterre, les volumes ne sont pas énormes. Donc, parfois, quand on parle, c'est un HSBC, par exemple, où j'ai bossé en tant que leur account manager, et leur dire comment appliquer, comment dire, des bonnes pratiques pour bien gérer tous les requêtes dans un temps déterminé pour être dans les KPI. Eux, on parlait des requêtes vraiment minimales, alors que là, quand je parle d'une boîte comme celle que je dis au Sénégal, on parle de 2 millions d'appels par semaine. C'est énorme. Donc, si vous arrivez juste à les enlever
30% de cela qui sont des requêtes de vérification de PIN, de mot de passe, etc., qui s'enlèvent parce que quand on s'identifie par voix vocale, c'est que quand j'appelle, je parle pendant 3 secondes, vous pouvez identifier que c'est bien moi. Vous parlez, professeur Alfred, de tout ce qui est sécuritaire, etc. Ça sont des arguments qu'on connaît très bien parce qu'on a en tech tout outil qui a été d'abord législé parce qu'on doit suivre les règlements qui sont établis par la Commission européenne, qui est d'abord, on appelle ça GDPR en anglais, c'est qui est donc la protection de data. D'abord, il y a cela. Aussi, la gestion où la data est gérée, dans quel pays, ça aussi, c'est déjà une chose. Et même si ce sont des systèmes qui sont des systèmes on dit ça on the cloud, donc tout ce qui est virtuel, on permet quand même à ce que le client ait ses propres serveurs pour pouvoir garder, par exemple, les fiches audio de leurs clients. Parce que parfois, il y a certains pays où ça ne peut pas voyager, ça ne peut pas se faire avec nos fournisseurs que nous avons. Donc, eux peuvent avoir une double fonction. Donc, le fournisseur, c'est lui qui, en fait, fait la vérification de l'audio, mais le client, c'est lui qui sauvegarde, en fait, on appelle ça voice print sur ses serveurs. En effet. Et donc, quand on parle de cela, le challenge d'identité vient d'où? Il y a beaucoup de techniques, par exemple, de techniques de spoofing, tout ce qui est deepfake. Aujourd'hui, quelqu'un pourra adopter ma voix. Mais tout cela, la technologie va directement pouvoir récupérer dans les fréquences en fait de l'audio, si ou non c'est un audio enregistré premièrement, si c'est la personne qui parle, parce que même si on enregistre, c'est encore quand on voit l'enregistrement d'un enregistrement, c'est très différent de quand moi-même l'audio s'ouvre pour pouvoir enregistrer. Donc il y a toutes ces techniques là qui peuvent donner ou rassurer le client que non, c'est vraiment fait en temps réel. Et quand il n'y a pas de matching, parce que ça donne comme un score de 0 à 100%, quand c'est à 50%, on n'est pas trop sûr. En fait, ça leur fait ne pas passer la sécurité. Ce qui veut dire l'agent qui va donc prendre cet appel devra repartir vraiment et vérifier mon nom, où j'habite, etc., pour s'assurer que ça soit bien moi. C'est un peu ça. Oui, excellent. C'est très technique et pointu tout ça. Absolument, mais merci beaucoup. Benjamin, on va revenir vers Benjamin. Je pense qu'il avait une deuxième question, un commentaire ou. Oui, en fait, j'avais une question parce que je sais qu'en tant qu'une start-up en soi, c'est toujours difficile pour un début. D'abord, sur le plan marketing, vous faites face à des grosses boîtes qui sont dans ce domaine. Et aussi, au niveau africain, on a certaines difficultés qu'on doit rencontrer. Notamment, il faut peut-être parfois donner des pots de vin pour avoir des marchés. Il faut avoir des capitaux. Il faut vraiment être fort financièrement. Alors, la question que j'allais poser est de savoir, est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être de faire des levées des fonds et est-ce que ça a été vraiment un succès? Parce que moi, je prends le cas de la boîte où je travaille, c'est une banque. Actuellement, nous avons 8 millions de clients en Europe. C'était une start-up il y a 9 ans. Elle a commencé comme une start-up, mais aujourd'hui, nous sommes dans plus de 24 pays, très bien établis. C'est des milliards qui ont été levés et voilà. Donc, je vous vois aussi peut-être dans 5 ans devenir une très grosse boîte africaine. Alors, qu'est-ce que vous faites pour réellement arriver à vous asseoir très fortement financièrement et aussi acquérir plus de marchés? Ça, vous parlez vraiment de notre secret de réussite. Mais oui, en fait, c'est très simple. Pendant mon expérience en fait avec les startups, surtout avec les startups, pour comprendre comment on scale, on dit comment on croît sur le temps, il y a des techniques à appliquer. Je ne suis pas de ceux qui croient en levée de fonds directement, immédiatement. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on peut travailler de son laptop, c'est un investissement, avoir son site web et tout ce qui vient avec, etc. Donc, c'est ça, tout ça, c'est un investissement, mais l'investissement du capital, c'est quand vous avez votre propre solution. Nous sommes en train de vraiment créer ça, c'est le background vraiment de partner management que j'ai sur le temps. Il faut être étroitement s'aligner avec un gros. Si le gros, par exemple, le partenaire que nous avons ici, ne sont pas très bien implémentés dans les territoires qui trouvent clés, on les appelle growth territories pour eux.
Ils n'ont pas les ressources pour pouvoir recruter là-dessus parce que tout le monde pense que c'est très lourd de vendre en Afrique généralement. Et donc, on ne s'investit pas trop là-dessus. Mais quand moi, j'ai cette solution-là qui a déjà passé tous comment dire, les brevets, qui a toute la sécurité, qui a même comment dire, les cas d'utilisateurs pour les prouver, je viens dans un marché que j'adapte. Parce que, encore, ça c'est mon associé ici qui a pu adapter le messaging pour un message qui résonne avec les Africains. En Afrique, la fraude est est énorme. Ça bouffe beaucoup d'argent à un client comme celui qu'on a au Sénégal. Dès qu'on a pu lui dire, on va éliminer le nombre d'abord des appels qui entrent parce que tout ce qui est l'intelligence artificielle, parfois ça n'élimine pas, ça redirige. Donc si ce volume venait, il entre en fait un agent qui est un agent artificiel, mais c'est encore un volume. Mais si je vous mets une solution, et c'est là où on a dû réfléchir très étroitement, quelle solution peut carrément enlever ce besoin? Et on a ciblé cette solution, et dès qu'on l'a proposé pour fin d'enlever le volume, qui est énorme, de 30% qu'on enlève dans votre centre d'appel, puis après, on attaque deux points, qui est la fraude pour vous, on vous fait déjà des économies énormes. Donc, je ne viens pas avec un capital. En fait, j'offre déjà la baisse de leur OPEX, donc Operational Expenditure, parce que je leur donne une solution qui leur fait save, je commence à parler en truc, qui leur épargne de l'argent, premièrement, il y a cela. Et pour moi, j'entre avec une solution qui est déjà bien établie. Ce n'est pas ma solution. Mais sur le temps, comme maintenant on commence à avoir plusieurs clients, c'est là où on a pu développer une solution, on est en train de développer une solution complémentaire. Et ça, c'est une solution qui va complètement se reposer sur nous. On a tous les KPIs, tout le gain complet, parce qu'en partenariat, on a un pourcentage qu'on gagne comme une commission, et qui est très élevé. Maintenant, sur cette solution-là, on pourra complètement garder tous nos ressources, mais on a déjà les clients qui viennent avec, où on a testé la solution, vous voyez? Donc, pas de capital raised, mais sur le temps des clients acquéris pour pouvoir déterminer un investisseur. Mais regardez, j'ai déjà la base de données. Maintenant, je peux la convertir avec la solution dont vous pouvez investir. Exactement, merci beaucoup. Merci. On va faire une petite pause, on va regarder une petite page publicitaire et puis on revient plus tard. Nathalie, plutôt tu as dit que tu travaillais avec ton époux et je voulais savoir en fait comment est-ce que tu gères ça? C'est une question un peu personnelle, mais vraiment en tant que femme, j'aimerais bien, surtout pour les femmes qui nous écoutent et qui nous regardent, j'aimerais bien comprendre, est-ce que d'abord, c'est possible de travailler avec son partenaire? De deux, quelles sont les situations un peu tricky? Quels conseils tu pourrais nous donner s'il y a des femmes qui nous regardent qui voudraient savoir à peu près? C'est une très bonne question. D'abord, on a eu cette discussion, ma mari et moi, il y a 10 ans. Lui, il a toujours dit, on travaillera ensemble, moi et toi. Et moi, je lui disais, je ne peux pas travailler avec toi, tu es trop difficile. T'es trop difficile. Mais sur le temps, parce qu'il était tellement convaincu de ce potentiel, ça c'est quand même quelqu'un qui peut voir le potentiel dans l'autre et il va vraiment prendre cette personne et créer quelque chose. Il sait comment bâtir des clusters. Lui, il le fait très, très, très facilement. Il fait non, j'ai besoin de toi, je veux m'adapter à toi et comme ça, on pourra être très fort ensemble. Là où il faut savoir que, comme par exemple, je vous dis un point, je suis née au Congo, mais j'ai quitté le Congo quand j'avais que 5 ans. Donc, c'est vrai que ma compréhension de l'Afrique n'est pas si bonne que cela. Alors que quand on a commencé à vendre les solutions, moi étant la tech, et j'ai vendu la tech vraiment pour les Européens principalement, je la vendais comme une Européenne. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Et il me fait non, parce que vous voyez, quand on parle en anglais, on est très, on essaie on pèse vraiment ces mots. Would you like to? What do you think about that? Et
Christian, mon époux et business partner, qui fait non, tu pars directement, fonce. Ça fait ça. Ça fait ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Point barre. Or que pas de tourner autour du pot. Faut vraiment oublier avec les Africains. Donc ça nous a beaucoup aidé et raffiner en fait ce message pour que ça puisse parler aux Africains. Donc oui, je pense que toute chose, quand on a un business partenaire, c'est difficile quand on n'a pas le bon, quand on n'a pas une certaine synergie, si on ne sait pas comment communiquer, quand on ne connaît pas la force de l'autre et les lacunes de l'autre. Nous, on gère. C'est pour ça que je suis dans la vente, je suis dans les partenariats. Et lui, il est dans la technique. C'est lui qui bâtit donc les solutions parce qu'il a une maîtrise technique. C'est lui qui fait la prévente parce qu'il sait comment mettre en place, la solution sur le temps, regarder quoi qu'en interne ils peuvent avoir. Donc, on se complémente parce que tout le monde, il puise dans sa force et moi, je puise dans la mienne. Absolument. Ah, super. C'est une très belle expérience. Oui. Très belle expérience. On va aller vers le professeur Alfred qui va nous donner des petites nouvelles de France. Alors, les nouvelles de France, il y en a beaucoup, mais je ne vais pas m'étaler sur tout ça. Je vais retenir 2 ou 3. Tout le monde sait les inondations suite aux décrues de ces derniers jours dans un certain nombre de villes de France où les gens ont connu des inondations avant, maintenant ça revient, donc je ne vais pas insister là-dessus. Il y a en ce moment la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Paris ici pour discuter de 2 questions principalement, l'Ukraine et Israël-Gaza. Donc il est en réunion avec Macron. Je pourrais aussi parler de la bromance Macron et puis Lula da Silva du Brésil tout récemment. Ils étaient à touche-touche tous les deux pendant 2 jours lors de la visite d'État de Macron au Brésil du 26 au 28. Je pourrais aussi revenir parce que les médias ont fait des gorges chaudes à la nomination de la première femme première ministre en RD Congo. Tous les médias, justement, qui ont trait à l'Afrique, vraiment ont fait donner beaucoup d'écho là-dessus, des débats, de commentaires. Donc, mais je ne m'attarderai pas sur ça. Et puis, il y a aussi, comme on aime bien le Royaume-Uni, tout le monde aussi a parlé de la sortie officielle, enfin publique, du roi Charles III et Camilla Ball Parker le 31 à la messe de Pâques. Et puis, ça a touché beaucoup de monde ici. Non, moi, je vais revenir sur 3 informations importantes. La première, c'est une information qui est très positive, mais comme c'est souvent le cas en France, quand c'est quelque chose d'énorme, d'important, il y a tout de suite un cocorico et Macron n'a pas manqué justement de faire un cocorico parce que là, il y a le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui est un peu l'équivalent d'Ukraine en RD Congo, a mis en place un scanner IRM de très haute portée, en tout cas c'est unique au monde, mais ce commissariat a travaillé avec les Allemands dans le projet ISE et ce scanner a donné, mais vraiment pour la première fois, une IRM du cerveau extraordinaire. C'est-à-dire que pour la recherche médicale, la recherche scientifique, c'est vraiment une trouvaille extraordinaire qui va beaucoup aider. L'autre information assez drôle, c'est, mais on l'a connu à une certaine époque ici en France, c'est la fraude au compteur Linky d'Enedis. Comme vous le savez, depuis la guerre en Ukraine, il y a ce problème justement du surcoût de l'énergie et beaucoup de familles ont du mal à payer leurs factures d'électricité ou de gaz. Et il y a des petits malins ici en France vraiment qui se sont spécialisés dans cette fraude-là. Il y en a un qui a même fait des témoignages. Il gagne par mois 10 000 € rien qu'en trafiquant les compteurs. Ben, il arrive chez toi,
ils trafiquent le compteur pour que tu payes moins, que ça indique moins, et puis ta facture baisse. Et selon les catégories de personnes, ben, il exige soit 400 €. Dans certaines familles, il est passé, il a fait gratuitement, mais dans d'autres, c'est vraiment 10 000 € par mois comme tel. Alors, on a posé la question au fournisseur qui a dit oui, oui, nous connaissons ces cas de fraude, justement. En fait, ils font des dérivations sur le compteur, mais ils sont sereins parce qu'ils disent il y a 37 millions de compteurs, il n'y a que 1000 cas de fraude, mais ils travaillent là-dessus, sachant que ça fait courir quand même des risques aux uns et aux autres, des risques d'incendie par exemple, et puis c'est punissable par la loi de 45 000 €. Wow. Oui, ça c'est vraiment... Alors, la dernière nouvelle, mais la plus triste, c'est la mort de Maryse Condé. Maryse Condé est une très, très grande dame, grande universitaire, grande intellectuelle francophone guadeloupéenne. Elle s'appelle Condé justement parce que dans les années 60, quand elle est arrivée dans les années 40 pour ses études ici en France, et puis à la fin, au tout début des indépendances africaines, elle avait rencontré un acteur comédien guinéen, Mamadou Condé. C'était le coup de foudre, ils s'étaient mariés, donc elle était partie vivre en Guinée en 58, et puis après ils ont eu 4 enfants, elle a enseigné. Après ça, elle a divorcé, mais elle est restée en Afrique, elle a été en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Sénégal comme prof, et puis après revenue en France pour la thèse. Elle est partie enseigner après aux États-Unis, où elle avait rencontré son second mari, Phil Cox, qui était le traducteur justement de ses romans aux États-Unis, et donc elle vient de nous quitter à 90 ans hier paisiblement. Elle a beaucoup écrit. Son œuvre vraiment se fait en 3 temps. Il y a la série africaine avec les textes comme Ségou sur le Mali, évidemment, et puis Erema Konon, et puis des œuvres qui portent sur les États-Unis quand elle est allée enseigner là-bas, notamment Moi Tituba, sorcière noire de Salem, et puis des romans qui portent sur sa Guadeloupe natale, comme Traversée de la mangrove. Donc voilà un peu les quelques nouvelles que je voulais partager avec nos auditeurs, nos téléspectateurs. Merci. Voilà. Merci, professeur Alfred, excellent. C'est toujours un plaisir d'écouter les nouvelles de France, c'est toujours super détaillé et intéressant à écouter. On va revenir vers Nathalie. Nathalie, quand on t'écoute, on sent une femme qui a une confiance en elle, beaucoup de résilience, du courage. Visiblement, tu as brisé les plafonds de verre, parce que quand on voit la liste des sociétés avec lesquelles tu travailles, il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Mais moi, j'ai encore une question. Quels sont les facteurs clés que tu donnerais comme conseil de ta réussite en fait professionnelle et personnelle, si tu devais donner un conseil particulier à moi, par exemple, ou aux femmes qui nous écoutent? Bien sûr. Je commencerai professionnellement. J'ai vraiment la soif de la connaissance, et je pense que c'est aussi une des raisons qui m'a fait aimer mon époux, cette soif d'apprendre, mais aussi de se réinventer tout le temps. J'aime faire tout, c'est peut-être un peu fou, mais j'aime faire tout. Ce qui veut dire, comme j'avais déjà comme ambition, dès le jeune âge, à l'âge de, disons, 18 ans, où j'ai vraiment pu formuler, je veux être chef d'entreprise, mais je ne veux pas passer par les couacs. Donc, je veux apprendre d'autres gens. Et à chaque fois que j'ai été dans une entreprise, j'ai toujours travaillé avec les plus vieux, ce qui est aussi bien parce que j'ai commencé ma carrière jeune, mais j'avais des collègues 50 ans, 60 ans, etc. Ce qui veut dire qu'ils avaient toute une maîtrise. Et en étant exposé à eux, c'est 6 mois qu'on vous donne vraiment leur savoir-faire.
Et à chaque fois, je me reposais toujours avec les gens techniques. Je les adore. Donc, quand je suis dans une boîte, les techies, ils sont mes potes parce que j'apprends la solution en fond en comble et je reste donc avec les sales beaucoup plus matures parce que je sais alors comment ils vendent mieux. Mais quand j'ai su comment vendre, mais je ne savais pas vraiment comment bâtir des stratégies, parce que la vente, c'est une stratégie. On peut aller aujourd'hui et donner quelque chose à quelqu'un, mais en fait, il faut que la personne prenne quelque chose de toi chaque mois, chaque année, pendant à long terme. Donc ça, tout ça, c'est vraiment une stratégie qu'on bâtit. Donc je me suis dit, j'ai commencé en vente, on m'a formé, je comprends la tech, c'est bon, mais ça, c'est une formation qu'on fait continuellement, donc je me forme. J'ai fait beaucoup de certifications, par exemple, la formation de la présentation avec des techniques de Neural Language Processing, donc comment établir qui est qui, comment la personne fonctionne. Par exemple, il y a des personnes qui sont beaucoup plus big picture, donc ça veut dire que tu regardes toujours le grand, the bigger picture, tu ne pars pas dans les détails. Il y a d'autres qui sont méthodologiques. Donc, quand on présente, il faut vraiment donner tout à toute personne et cibler à qui on présente. Parce qu'on veut toujours maintenir cette ligne de communication, mais aussi leur intérêt envers ce que vous lui dites. Et donc, il y a cela. Puis après, vraiment des présentations écrites, des formations, des pitchs répétitives. C'est vrai que j'ai voulu donc, après, j'avais commencé en droit, j'ai voulu aussi prendre et réaffirmer ma connaissance de business parce que je fais maintenant, à l'université de Open University, une maîtrise donc en business management, mais tout ça pour toujours consolider ma connaissance parce que je ne crois pas qu'on est toute faite et qu'on arrive à un point où on se dit je sais tout. Je crois qu'à 60 ans, je me dirais toujours je ne sais pas assez. Et c'est ça mon truc, c'est que comment j'apprends plus et comment je connaîtrai plus pour mieux être dans un cercle des individus où je peux parler avec eux, apprendre d'eux, mais aussi leur donner ce que j'ai en tant que connaissance. Il y a cela. Donc ça, être ouverte à l'apprentissage, savoir à qui se fier et qui peut vous aider et vraiment vouloir apprendre des personnes, c'est très important. On parle de mentoring, j'aime pas trop ça, mais moi, le mentoring, je le fais sans que la personne le sache. Par exemple, il verra que je suis toujours à côté de lui, par exemple, ou elle. Je toujours des questions, mais il est en train de me mentoring, mais il ne sait pas qu'il est en train de le faire parce que je prends ce temps-là de vraiment apprendre et connaître la personne et son expertise. Puis, dans le sens personnel, bon, c'est vrai que comme j'ai cette connaissance-là, je savais aussi que je voulais être avec quelqu'un qui aimait apprendre. J'aime aussi être avec des gens qui adorent ce qu'ils font. Par exemple, j'aime pas la biologie particulièrement, mais j'avais une prof en biologie qui était une malade, quoi. Elle dissectait un rat, et puis elle a reniflé avec le rat juste tout près de son nez. Et je me disais, mais cette femme, c'est une folle. Mais comme elle adorait ce qu'elle faisait, elle était tellement motivée avec ce que je connaissais, je tapais des 100%, 95%. C'était tellement facile parce qu'elle me donnait cet appétit de vouloir découvrir parce qu'elle était tellement motivée dans sa connaissance. Et donc, moi, j'ai un mari qui est expert en développement, c'est tout ce qu'il aime. On vit avec des documentaires regardant de la Russie jusque les Américains, ce qu'ils en pensent, que les Chinois, ce qu'ils en pensent pour avoir diverses... mais comme il est tellement boosté par ce qu'il fait, moi, je puise des gens comme ça. Et c'est comme ça que j'apprends. Et j'adore être avec eux. Et donc, oui, c'est aussi lui. Je ne pourrais pas dire que si j'aurais pas pu être aussi réussir dans ma vie de femme et aussi de professionnelle si ce n'était pas pour un mari qui était quand même ouvert d'esprit. Il n'a pas ce sens de la femme, elle reste à la maison, elle repasse, je ne repasse pas. Je peux faire tout, je ne repasse pas, je déteste ça. Donc, il a pas ça. Et ça aide pas mal de trouver une personne qui est comme ça. Et mon père, c'est le type de mon père, trouve un mari avec qui je pourrais parler et je pense que ça serait le bon mari et je l'ai trouvé, donc c'est pas mal. Merci. Voilà. C'est important, c'est très bien ce que tu dis là parce que ça relève encore l'importance d'avoir un père dans sa vie. Moi, je pense, je ne sais pas si les statistiques l'ont prouvé ou quoi que ce soit, mais je pense que les femmes
qui ont eu la chance d'avoir un père présent dans leur vie, elles ont plus tendance à tomber sur des hommes, pas tomber parce que ça ne tombe pas du ciel, mais elles choisissent des hommes qui sont mieux avec elles et avec parce que quand on vous écoute, on sent vraiment quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui ne se repose pas sur ses acquis. On sent une femme qui est dans le partenariat avec son conjoint, son époux. C'est pas non, moi je suis chef d'entreprise, moi j'ai des diplômes, moi je suis et toi, voilà. Non, c'est vraiment pas ça. Et c'est très encourageant. C'est très encourageant pour la jeunesse d'aujourd'hui parce que dans la société dans laquelle nous vivons, je pense que nous tous, nous quatre là, nous sommes en Occident, dans des pays différents, mais ça devient de plus en plus difficile d'instaurer ça dans la tête de nos jeunes filles, que le mariage, c'est un partenariat, on peut travailler ensemble, on peut vieillir ensemble, on peut apprendre l'un de l'autre. C'est tellement, ça fait beaucoup de bien de voir une femme épanouie qui travaille avec son époux. Ça, vraiment, ça nous booste. Je vais donner la parole à Benjamin s'il a un commentaire, une question ou bien un conseil. Oui, en fait, je suis vraiment impressionné encore une fois hein, par un peu la carrière de Madame Nathalie et surtout la complicité qu'elle a avec son mari, Monsieur Christian Nyamabou, que je connais aussi personnellement. Et donc, j'aimerais juste poser une petite question parce que avoir un peu cette inspiration que tu as et aussi qu'est-ce que tu prévois un jour pour aussi inspirer ou personnellement léguer à la femme congolaise? Je vais juste donner, pas seulement à la femme congolaise, aussi donc la jeunesse congolaise en général. Est-ce que vous prévoyez peut-être un jour commencer à organiser des bootcamps, par exemple au Congo, pour peut-être former votre petite pépinière africaine que vous allez aussi lancer, qu'on va voir demain dans la Silicon Valley? Par exemple, donc, etc. Est-ce que vous pensez à un projet un peu de ces gens-là? Oui, comme vous connaissez mon mari, vous savez aussi que le Congo, ça a toujours été cela. C'est l'endroit où il veut que nous installions en tant que famille. Il a une vision pour le Congo qui est une vision rafraîchissante, mais parfois je me demande si il n'a pas peur en fait de la tâche énorme qui se pose. Or que nous, par contre, et moi je suis techniquement comme ça, je ferais comme un puits de coke. Ça c'est très lourd, ça il n'y a pas, etc. Mais il va voir, non, ça on peut faire et ça peut se faire dans tel délai de temps. Et cet optimiste fait aussi que on a aussi redirigé donc nos ambitions pour que nos ambitions soient une ambition qui montre l'excellence congolaise. On est Congolais, on est fiers de l'être. Quand on parle aussi dans nos appels, qu'on est avec des Sud-Africains, qu'on est avec les Sénégalais, les Américains, etc., ils savent que nous sommes Congolais et que la base que nous voulons mettre comme notre head office, qui est le head office africaine, ça va être au Congo. Donc, on est dans cette transition-là en attendant que nos clients s'accroissent sur le temps parce que ça va être aussi beaucoup plus facile. On commencera à faire des formations, par exemple, dans la gestion en fait, des outils qu'on va mettre en place avec nos clients. On devra aller au Sénégal, on devra aller en Afrique du Sud. Donc, être au pays, ça va être juste plus facile pour le déplacement. Ça, c'est une chose. On espère y arriver dans les 2 ans à venir. Si plus tôt, ça serait mieux. Mais et donc, comme on sera là aussi, c'est la main-d'œuvre. Il faut savoir que, comme on est une petite boîte, la main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre qui n'est pas si chère comme la main-d'œuvre européenne, c'est toujours attractif pour tout employeur. Ça, c'est naturel. Mais comme vous le disiez, si ce n'était pas pour un aîné qui a pris en charge, qui m'a pris en charge au boulot pour me transmettre son savoir, je ne serais jamais la femme que je suis aujourd'hui. Ouais, ça a commencé par quelqu'un qui s'est dit, OK, Nathalie, OK, je vais t'apprendre quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé en tant que partner manager, j'avais que 23 ans. Et mon collègue, il était donc le responsable d'une solution de virtualisation qu'on avait appliquée chez un partenaire. Et il m'apprenait en fait, Nathalie, c'est un truc tellement anglais, what's in it for you?
Si tu n'as rien, tu n'as pas de gain là-dedans, tu t'en fous, tu laisse tomber. Donc, si ce n'est pas, tu perds plus ton temps que tu as un gain, sors de là. Et donc, des petites choses comme ça sont des stratégies qu'on adopte aussi, parce que quand on veut entrer en partenariat, on se dit, mais what's in it for me? Qu'est-ce que je gagne? Et qu'est-ce que lui gagne de ce partenariat? Parce que ça doit être réciproque, vous voyez. Et des petits trucs comme ça, comment dire, j'apprécie énormément. Et même dans les petites capacités que j'ai pu avoir, moi, j'ai toujours pistonné, par exemple, une collègue ou une amie qui avait besoin de tel, ou bien j'ai beaucoup formé des gens comment passer des interviews parce que j'en ai fait tellement et que c'est devenu très naturel pour savoir quels étaient les hoops. Ça, j'ai fait sur le temps. Mais vraiment, pour la matière comment dire, intelligence artificielle, moi, je pense qu'on peut bien l'établir au Congo pour avoir un follow-up de monitoring, comment tout se passe pour nos clients. Et ça ne se fera pas d'ici au UK. Super, merci beaucoup. Super, merci. La Première ministre, je pense qu'on va parler un petit peu de ça. Événement au Congo, pour la première fois, une femme est nommée Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? Quel est ton avis là-dessus? Je valide, j'adore, je sautais, j'étais là, ouais. Vous savez, dans un monde d'hommes, j'ai été dans le monde d'hommes pendant très très longtemps. C'est difficile. Parfois, il faut avoir une sœur pour vous aider un tout petit peu. Vous pleurez quand vous pensez qu'ils pensent que ça y est toujours les hommes. Mais non, franchement, elle a une très belle expérience. Ça, faut pas en déduire. Moi, je repars vraiment dans l'expérience qu'elle a eue dans le développement. Elle a travaillé pour la PNUD. Elle est très éloquente quand elle parle. Politicienne parce que tout ne va pas très bien, mais elle sait comment dévier, mais elle sait quand même mettre un plan de route de ce qu'elle compte faire. Et moi, ça me rafraîchit quand je vois des gens parler avec cohérence. Je veux vraiment, comment dire, l'applaudir, comment on dit, cheering on, lui dire vas-y, on attend grand, mais on sait que c'est aussi historique quoi, d'avoir une première dame, une première ministre, comment dire, femme. Donc oui, je suis vraiment très heureuse pour elle et on lui souhaite que de bonnes choses et elle a un grand succès dans son rôle. Super, moi aussi, également, je suis très optimiste. Hein. Elle a une carrière brillante. Hein. Je pense qu'elle était ministre du Plan pendant plusieurs années, là, 2 ans, si je ne me trompe pas. J'ai suivi un petit peu, puisqu'il y a plusieurs dames avec lesquelles j'ai échangé, qui m'ont donné un excellent feedback de son travail, dans le sens que c'est une femme qui est vraiment à l'écoute, et elle prend le temps d'écouter, elle prend le temps d'étudier des projets et apparemment elle s'entoure bien. Donc, pour sortir du contexte politique au Congo, parce que je sais que c'est difficile, même quand on a les compétences, que ce soit pour les hommes ou les femmes, c'est difficile de manœuvrer au Congo. Donc, c'est comme toi, Nathalie, je suis très optimiste et je pense que si elle s'entoure bien, je pense que si elle participe activement à la nomination de son gouvernement. Ça veut dire choisir, avoir une parole, avoir un avis, donner son avis sur les ministres qui vont l'accompagner dans le projet du gouvernement. Je pense que les 4 prochaines années, parce qu'on est déjà on a entamé la première année, sont prometteurs. Parce que les femmes, en général, bon, je pense que ça a été prouvé statistiquement, que lorsque c'est une femme qui gère, il y a un avis différent, il y a une approche différente, puisqu'il y a une vie personnelle, il y a une vie de maman, etc., qui rentre en jeu. Et ça peut aider, ça peut apporter beaucoup. Je pense que ça peut apporter beaucoup pour le pays. Professeur Alfred, vous avez un avis là-dessus? Oui, je suis tout à fait raisonnablement enthousiaste de sa nomination à Judith Tuluka Suminwa à ce poste de première ministre. C'était un événement, effectivement.
Mais comme elle l'a dit dans son premier mot en tant que première ministre, c'est que les défis sont importants. Et dans ce pays des hommes, dans ce pays des machos, effectivement, l'enjeu, le challenge est énorme pour elle. Et pour toutes les femmes et les jeunes filles congolaises. C'est-à-dire que là, on atteint le niveau presque le summum avant la présidence de la République. Donc, tous les yeux sont braqués sur elle. Et moi, je pense que pour Patricia, tu as dit quelque chose hein, de très important, c'est-à-dire il faut qu'elle soit très bien entourée, qu'elle ait un droit de regard dans la constitution du gouvernement. Et j'ajouterais ce que Catherine Nzuzi-Wambombo a dit il y a 2 ou 3 jours, c'est-à-dire fille des partis politiques, mais les trajectoires des personnes qui vont postuler à ces postes de ministres, leur carrière, pour que on choisisse l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Et troisième préalable, à mes yeux, elle doit se comporter comme Thatcher ou Merkel. Si elle va dans la douceur dans ce pays-là, c'est mort. Exactement, Pour moi, c'est exactement ça. Et si elle a l'enthousiasme de Nathalie, c'est parfait. Parce que, mais oui, elle parle avec beaucoup de conviction, beaucoup d'implication dans ce qu'elle fait. On sent qu'elle aime ça. Si la première ministre est dans cette disposition-là, je pense qu'on peut espérer beaucoup de choses, malgré les difficultés, les embûches qu'il y a sur le chemin du redressement de la RD Congo. Absolument. Merci beaucoup, professeur Alfred. Benjamin, un avis? Écoutez, moi personnellement, j'ai checké aujourd'hui et je suis fier de voir que notre nouvelle dame première ministre vient d'entrer dans le cercle fermé des femmes qui sont head of state, donc qui dirigent un peu soit le gouvernement, soit le pays en général, donc aux côtés par exemple des premières ministres des pays comme l'Italie, la Lettonie, l'Estonie, vous prenez la Finlande par exemple. Ou encore la Suède, où c'est partout des femmes hein, qui sont quand même à la tête. Et pour moi, ce que je dirais, c'est quoi? Je vais juste donner peut-être quelques petites suggestions. Pendant le premier quinquennat, durant le premier quinquennat du président Tshisekedi, il a été presque lui-même au four et au moulin. Moi, j'étais pour qu'il y ait carrément une femme à ses côtés, notamment travailler comme première ministre. Les femmes savent négocier. Les femmes savent se battre un peu pour l'intérêt des enfants. Donc moi j'aimerais que le président se repose à la maison et qu'il donne à la femme maintenant la clé du voyage, la clé des négociations, tous des gros marchés. Elle peut aller, elle négocie. Ce qu'a fait une ancienne première ministre ukrainienne, Yulia Tymoshenko. Elle était connue et elle a été parmi les 2 femmes les plus influentes du monde à l'époque, en 2006. Alors moi, je pense que pour le moment, il faut peut-être lui donner un peu plus de pouvoir, que ce ne soit pas un pouvoir protocolaire comme ça l'est un peu la primature au Congo, mais que ce soit vraiment l'exécutif. Voilà, c'est un peu ma petite contribution. Merci, merci, très pertinent. On va revenir vers Nathalie. Nathalie, merci vraiment beaucoup d'avoir partagé avec nous. J'ai retenu vraiment beaucoup de choses. Une femme qui est dans l'innovation, dans le progrès, compétente. C'était vraiment édifiant. Je pense que le professeur Alfred ainsi que Benjamin Wumba, mais aussi Benjamin Babunga qui nous a quittés, ont vraiment bénéficié de t'avoir écouté. Ma dernière question sera quelque chose un petit peu de plus, on va dire, tranquille. Pour clôturer, donc si tu avais une citation qui te décrirait, ce serait laquelle? Ça peut être une citation ou peut-être un livre ou un conseil.
Non, je peux te donner cela parce que je l'avais plastifié sur mon calepin, parce que j'aime bien écrire. Donc, j'avais un calepin avec cette citation de Marianne Williamson, de son poème, si je peux l'appeler ainsi, sur My Biggest Fear, qui se traduit juste en français, notre plus grande peur. Donc, notre plus grande peur est pas que nous avons, comment dire, ça part ainsi. Notre plus grande peur n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, non plus, notre plus grande peur est d'être puissant au-delà de toutes nos mesures. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Et au fur et à mesure que nous laissons notre lumière briller, nous appelons à d'autres à faire la même. Donc, de même. Donc, c'est un peu cela. C'est ça qui est ma mission. Je pense que nous sommes là pour briller et chacun d'entre nous, toi, par exemple, Patricia, tu brilles dans ton domaine et te voyant briller, ça me donne aussi ce potentiel-là de me dire que je peux aussi briller dans mon domaine. Et on ne se fait pas d'obscurité, on ne se crée pas d'obscurité parce qu'on est là pour vivre et avoir toutes nos lumières en brillant en même temps pour que nous soyons les personnes que Dieu nous a façonnées d'être. Donc, c'est un peu ça. Absolument. Merci beaucoup, Nathalie. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir de t'écouter. Professeur Alfred, merci beaucoup. Et Benjamin Oumba, merci aussi. À la prochaine. J'espère que vous serez avec moi vendredi. Et avec le Père Jean-Pierre. Bonsoir aussi au Père Jean-Pierre. Il est dans la régie, mais nous le saluons. Merci. Au revoir. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission sur Twitter, également sur YouTube et sur les autres plateformes comme Facebook et Instagram. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.